Alors, bonjour Étienne Bulidon. Je vais te demander de te présenter déjà. On fait une petite conférence Zoom. Là, il y a plus tout le monde. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et je pourrai les relayer. Si elles sont un peu trop complexes ou qu'elles portent à débat, bah, vous pourrez les poser directement à Étienne. On ouvrira les micros pour ça. Et sinon, c'est moi qui vais les relayer, les éclaircir en amont, s'il faut, par chat, pour après les poser à Étienne. Étienne, raconte-nous un peu qui es-tu déjà? Ton parcours. Alors, je m'appelle Étienne, j'ai 30 ans, je vis à Lyon, dans le 7e arrondissement, mon quartier préféré. Et puis dans ma vie, je suis ostéopathe, donc je vois beaucoup de patients, c'est mon activité principale. Et puis à côté de ça, j'ai plein de hobbies, j'aime bien rencontrer des gens, parler à des gens, faire du sport, lire beaucoup et puis expérimenter des choses. Et en général, ces choses m'aident en tant qu'ostéo, donc avec mes patients derrière. Donc voilà, j'expérimente plein de trucs et puis je travaille beaucoup. Tu expérimentes quoi? Tu veux dire des sports ou des pratiques, tout ça ou... Ouais, des sports, je fais beaucoup de formations. Je me considère en fait comme un étudiant en perpétuelle, comment dire, formation, quoi. Donc voilà, au service de mon ostéo, de mon ostéopathie, en but de m'améliorer. Et puis là, j'ai développé tout un tas de choses qui vont dans ce sens. J'ai un podcast dans lequel je fais des interviews de spécialistes de santé, de sportifs professionnels, justement. Et puis des fois, je fais des petites conférences à droite, à gauche. Pour ce qui est du domaine du sport et de l'ostéopathie, parce que je crois que c'est ce qui nous intéresse, je suis ostéopathe au sein du club de l'Asvel à Lyon. Donc, euh, donc voilà. Et puis à côté, j'ai une activité privée avec des sportifs pros. Je vais les voir à l'étranger, etc. Je suis un peu leur référent santé en plus d'être leur ostéopathe. Donc on va parler aussi de cette activité. Très bien. Et Voilà. quel est ton parcours professionnel? Alors, moi, j'ai fait des études d'ostéo juste après le bac. Donc, sans trop savoir ce qui m'attendait, j'avais une idée de l'ostéo qui n'est pas ce que je fais aujourd'hui, quoi. Mais peu importe, ça me plaît beaucoup. Et donc, j'ai fait ça après le bac. J'étais diplômé très tôt, quoi, vers 22 ans et demi. J'avais déjà mon diplôme. Et j'ai commencé à travailler avant mes 23 ans en cabinet. Donc, chez une prof qui m'avait demandé de venir bosser avec elle. Donc, ça m'a permis de bosser très tôt, de voir des patients alors que je n'étais même pas encore diplômé vraiment au final. Euh, et donc voilà, j'ai bossé dans ce cabinet, ensuite dans un autre en tant que remplaçant. Après, à 24 ans, juste après mes 24 ans, ça faisait un an et quelques que je bossais, je suis parti faire un tour du monde avec mon sac à dos tout seul, avec l'idée d'expérimenter un peu la vie, d'interviewer des guérisseurs, des chamans, essayer de mieux comprendre ce que je lisais dans les livres, vérifier et voir si c'était vraiment vrai, tout ça. Les fameux guérisseurs balinais, les choses comme ça, je voulais aller les rencontrer. Donc, c'est ce que j'ai fait, et puis pas que à Bali. Donc ça a duré plus d'un an, et puis là, ça va faire 6 ans à la fin de l'année que je suis rentré en France. Et donc voilà, je suis retourné travailler dans le cabinet en tant que collaborateur cette fois, là où j'étais avant. Et puis j'ai commencé à faire d'autres choses à côté, parce que moi, ouais, il faut le savoir, une pratique de cabinet du lundi au samedi, voire 60 patients, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'épuise en fait. J'ai besoin de changer un peu comme ceux qui vont faire prof dans des écoles parce qu'ils sont épuisés par le cabinet et la monotonie de ce rythme. Moi, j'avais pas envie d'aller faire prof dans une école. J'ai plutôt fait des conférences, commencé à partager ce que je faisais sur Instagram. J'ai écrit un livre, je fais des émissions de télé aussi. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai pris une activité de consultant, on va dire, en tant qu'hosto pour des joueurs pro à l'étranger, quoi. Voilà, je sais pas si c'est. Et tu as fait des... Donc tu dis effectivement, on n'est pas ostéopathe, on le devient, hein, ça c'est clair, toute la vie. Mhm. Et tu as fait des formations particulières dans ton parcours, toi? Ouais, 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 excuse. Alors déjà, comme je te disais, je fais en sorte que ma vie en soi soit une formation. Ça, c'est la première chose. Et ouais, j'ai fait une formation de 2 ans de médecine chinoise. Donc, ma pratique et ma réflexion, elle s'est inspirée ce qui se fait en médecine chinoise. C'est-à-dire que des fois, je vais checker des points qui sont des points précis sur certains méridiens pour avoir d'autres infos. Et j'essaie de recouper toutes les infos que j'ai en ostéo, en médecine chinoise pour soigner les gens, quoi. En fait, redonner de la mobilité puis trouver les causes des dysfonctionnements, quoi. Donc, mais une grosse influence de la médecine chinoise depuis 3 ans. Et puis des formations, on me demande, mais mon podcast en soi, je t'ai envoyé l'article, tu pourras peut-être le relayer, mais depuis un an et quelques, j'ai un podcast où je rencontre des spécialistes, des sportifs, et
Et en fait, avant chaque rencontre de spécialiste, ben, j'essaie de me renseigner sur ce qu'il fait. Et donc, je bosse pendant des heures et des heures avant d'aller voir les gens. Donc ça, c'est une formation vraiment à part entière. Pour passer un petit message on n'est pas obligé d'aller payer 500 balles sa formation avec tel gars. On peut déjà se former en lisant beaucoup et en interagissant avec des confrères, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais dans un de tes articles, d'ailleurs, là, qui est sur ton site, que tu avais fait une formation à 500 € et finalement, bah, en rencontrant un orthodontiste derrière, tu avais appris plus en 1 heure et demie, 2 heures qu'en un week-end. Ouais, elle était à 4 000 € en l'occurrence, la formation, mais le week-end revenait à 500 €, ouais, c'est ça, Ah oui, d'accord. sans les frais. Et oui, et puis voilà, ça a été assez flagrant ce week-end-là parce que le gars, c'était une formation au long cours, donc il y avait forcément des séminaires où le mec maîtrisait moins ce qu'il voulait nous enseigner. Et sauf que moi, c'était un truc qui m'intéressait, donc je posais des questions assez pointues, puis en fait, il répondait à côté. Il répondait pour garder la face, mais c'était de la merde. Et du coup, je suis allé voir un pote qui, lui, était spécialiste du sujet. C'était au sujet des kystes, des granulomes et des relations avec des inflammations à distance. Et donc, je suis allé rencontrer un pote que j'avais rencontré en soirée, avec qui j'ai fait un podcast d'ailleurs après. Et voilà, le gars, il m'a plus appris en 1 heure et demie. C'était gratuit, on a passé un bon moment et il m'a plus appris que la formation, quoi. Mhm. Donc, j'aime rappeler que on peut se former de partout, quoi. Pas besoin de chercher la meilleure des formations. Je vois ça sur tous les forums. Quelle formation tu as fait, tout ça. En fait, ta formation, tu te l'as créée par ton style de vie, je pense. Ta première formation, en tout cas. Les Voilà. rencontres et et la communication qui va avec. Ouais, ça demande de l'énergie. Il faut bosser le soir, faut aller rencontrer les gens le soir, il faut se déplacer, aller à Paris, aller à Montpellier. Mais, euh, ouais, ça forme. Et le voyage a été aussi une formation. Un tour du monde d'1 an à rencontrer plein de gens, ça m'a formé. Je ne peux pas expliquer comment, mais c'est sûr que dans ma tête, ça se passait différemment au retour et ça m'a beaucoup inspiré, quoi, clairement. Et comment tu as été amené à traiter des sportifs de haut niveau, là, comme dont tu parlais? Est-ce que tu as été aussi à Moscou aussi? Ouais, bon, bah ça, comment dire, la partie visible de l'iceberg. Mais à la base, moi, je suis basketteur. Donc, je viens de la JL Bourg. J'étais en sport-études jusqu'au bac. Donc, je baigne dans un milieu où il y a comment dire, des gens de haut niveau dans le basket, quoi. Il y a des potes qui sont devenus pros, beaucoup. Donc, ça m'a aidé à traiter des premières personnes dans le milieu semi-pro, on va dire en National 3, National 2. Je jouais aussi à ce niveau-là pendant mes études d'ostéo, donc je faisais des stages. On n'avait pas trop le droit, mais je faisais des stages dans les équipes de sport et de basket notamment, mais pas que. Et puis, bah, de fil en aiguille, tu vois, tu traites des gars de National 2, National 3. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que ces gars-là, tu vois, moi j'étais joueur aussi, donc ils me respectaient moins. Et puis après, j'ai eu une période où je me suis dit, bon, les sportifs, ils se la racontent trop, dans le basket en tout cas. Ils se prennent vraiment pour des gens qui ne sont pas. Et je voulais arrêter, quoi. Et j'ai arrêté un petit moment, puis après, bon, je continuais à avoir ceux que j'aimais bien. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à traiter des joueurs, des vrais pros, quoi, des joueurs de Pro A. Et là, je me suis dit, en fait, les gars, ils m'écoutent et tout, c'était bizarre. Alors que les mecs de niveau inférieur ne m'écoutaient pas. Et, euh, et donc voilà, traiter ces gars-là, ça s'est bien passé. Et pour la petite anecdote, je suis devenu pote avec un patient qui s'appelle Nicolas Lang. Et un jour, je faisais une grosse soirée chez moi, tout ça, j'habitais en coloc, je devais avoir, je sais pas, 26 ans, quoi, bref, peu importe. Et il me dit, bah ouais, je vais passer. Et puis il est venu avec Westerman, son pote, Léo Westerman, qui venait de signer au CSKA Moscou, donc le plus gros club d'Europe. Donc là, on a sympathisé, on s'est marré, mais comme dans une soirée normale, en fait. Et puis, le lendemain, on s'était revus. Et puis, bref, il m'a appelé, je sais pas, quelques semaines plus tard pour me demander si je pouvais venir à Moscou pour m'occuper de lui parce qu'il recherchait un ostéo français pour venir le traiter et le suivre sur le long terme, faire un suivi longitudinal, comme on dit, d'un point de vue ostéo. Et puis, j'ai aussi d'autres fonctions du coup avec ces gars-là, mais je pense qu'on va en parler. Donc, bref, je me retrouve au CSKA Moscou dans le meilleur club d'Europe grâce à une soirée, en gros. Et puis là-bas, il s'avère qu'il y a Nando De Colo qui joue, qui est le meilleur basketteur français en Europe, voire de manière générale, meilleur basketteur français, enfin, meilleur basketteur d'Europe. Et donc, ouais, ça fait 3 ans, à peu près 3 ans que je bosse avec Nando. Donc, bah là, c'est, comment dire, une fois que tu arrives à travailler avec des mecs qui sont vraiment à la pointe du basket, ben, toi, déjà, ça te pousse, ça te rend exigeant, tu as envie de te donner au maximum.
par respect pour eux, etc. Et puis, tu es reconnu, entre guillemets, par d'autres gens, vu que tu travailles avec ces gens-là, quoi. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir, via des petites rencontres, je suis arrivé très vite au meilleur niveau du basket européen, quoi, en gros. Et là, ça fait 3 ans que je bosse avec eux, avec Et, alors, Nando, avec Léo, avec d'autres gars. et comment ça se passe justement, ce travail avec eux? À quelle fréquence tu les vois? Déjà, ça? Ben, ça dépend, ça dépend. C'est vraiment hyper individualisé pour le coup, parce qu'il y a des gars qui vont t'appeler quand ils ont besoin, il y en a d'autres qui vont, comme Nando, qui sont plus comment dire, carrés et qui vont te dire, bah allez, on se voit tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça dépend des saisons. Là, à Istanbul, cette année, je devais y aller tous les 2 mois, puis il y a eu le Covid, donc j'y suis allé 2 fois. Mais l'idée, c'était tous les 2 mois, 2 mois et demi, mais il faut voir, c'est variable en fonction de leur emploi du temps, de plein de choses, quoi. Mais Et, voilà, en moyenne, c'est ça. ouais. Et ta relation avec le staff, comment ça se passe à chaque fois? Parce que du coup, ils sont dans plein de clubs différents. Ouais, ils sont dans plein de clubs différents et bizarrement, contrairement à un invité qu'on a eu l'autre jour, moi, ça se passe très, très bien. C'est, ouais, ça se passe très bien. Les gars me font confiance. J'ai rencontré tous les préparateurs physiques, même les entraîneurs. L'autre fois, à Istanbul, il y a le meilleur entraîneur d'Europe qui s'appelle Obradovic. Et l'autre fois, tu vois, à la fin de l'entraînement, je suis allé lui parler, lui poser des questions. Puis, en fait, quand tu parles aux gens, je pense que ils voient qui tu es à peu près selon la façon dont tu les abordes, etc. Et puis moi, ça se passe vraiment très bien, que ce soit avec les médecins, avec les kinés, avec les prépas physiques, enfin, ça se passe bien avec tout le monde, quoi. Et Vraiment. à Lasvel, tu as un contrat du club? Ok. Ouais, 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 j'ai un contrat avec le club. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment dire, qui sont trop privés, mais ouais, ouais. Non, pas Ouais, finalement. ouais. Ah. Non, mais en tout cas, ça veut bien dire qu'un ostéopathe exclusif peut avoir du coup un contrat avec un club pro. Ouais, ouais, bien sûr, bien Du sûr. coup, Après, l'Asvel, c'est l'élite du basket français, hein. Tu vas à Strasbourg l'année dernière, ils n'avaient même pas de préparateur physique, les gars. C'était le kiné hmm. qui faisait la prépa physique. Donc, il faut voir dans quel club tu es aussi. Mais oui, il y a des clubs qui ont la volonté de travailler avec un ostéo et à l'Asvel, c'est le cas. Et puis, oui, c'est possible. Et précision, tu as raison de le dire, je suis ostéo exclusif. Je ne suis pas kiné ostéo. Voilà. Donc, Mm. ça, c'est important. Ouais, Euh, ouais. donc, qu'est-ce qui t'a apporté dans tous tes voyages et toute ton expérience là, dans ton approche de la prise en charge du sportif? Dans la prise en charge, je pense que le voyage m'a ouvert à des notions pour lesquelles j'étais assez fermé, les notions d'énergie, les notions d'ostéopathie biodynamique, de tous ces trucs-là qui étaient pour moi de la foutaise, alors que c'est la base de mon travail aujourd'hui. Le voyage m'a ouvert en fait, m'a ouvert à écouter et m'a fait comprendre qu'en fait ça existait et que je pouvais m'en servir avec mes sportifs ou avec les autres gens, quoi. Donc voilà, du coup, c'est pas spécialement sportif. Non, non, non. Avec les sportifs en soi, je dirais que il faut vraiment, je pense, c'est comme je te disais avec les staffs, faut être assez adaptable et le fait de faire un tour du monde, tu rencontres tellement de gens, tu as des mecs qui veulent te voler, tu as des mecs qui veulent, je sais pas, t'emmener dans des endroits trop cool. En fait, tu discutes avec les gens, tu es obligé de négocier, de parler, d'aller draguer une fille parce que tu as envie de la choper, parce que tu es célibataire et que tu as un tour du monde, tu vois. Tous ces trucs-là de communication, en fait, ça sert derrière parce que c'est une question. Tu vois, ma relation avec Nando, c'est pas la même qu'avec Léo, c'est pas la même qu'avec je ne sais qui. Et cette faculté d'adaptation d'un point de vue de la communication, euh, qui je pense est transversale par rapport à la faculté d'adaptation en tant qu'ostéo avec les tissus du patient, qui sont aussi de la communication. Je pense que c'est cette capacité d'adaptation qui a été vraiment développée grâce au voyage. Le, il y a une expression en anglais, ils disent being street smart, c'est l'intelligence de rue, quoi. Tu vois, l'intelligence conversationnelle pour sortir, la débrouillardise, on pourrait dire. Je pense que ça m'a rendu vraiment très débrouillard, sachant que j'étais déjà quand même pas mal avant. Et, Mhm. euh, et je crois que ça m'aide beaucoup. Notamment du Pour, coup dans la communication, cette capacité de t'adapter dans la communication. ouais, de m'adapter, de bien comprendre, de comprendre les besoins des gars, Ouais, 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 ouais. Ouais. On parlait en off tout à l'heure justement de cette, euh, de cette importance de communication avec les autres staffs et notamment des vocabulaires qui peuvent être différents.
par rapport aux préparateurs physiques, par exemple, qui vont parler de reps, qui vont parler ou avec les kinés. Ils n'ont pas forcément le même vocabulaire que nous. Et surtout, nous, on a un vocabulaire très différent de tous les autres en ostéopathie. Et donc, toi, tu t'adaptes beaucoup par rapport à tout ça. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Ouais, c'est la base. Moi, je pars du principe que les gens n'ont pas à comprendre ce qu'on fait parce que c'est très compliqué et que même des ostéopathes ne savent pas vraiment ce que c'est que l'ostéopathie. J'ai pu le voir. Et du coup, j'attends de personne à ce qu'ils comprennent ce que moi je fais. Par contre, moi, je me débrouille pour comprendre et parler le langage du médecin, parler le langage, être capable de faire un diagnostic et de comprendre ce que le médecin va me dire, parler le langage d'un kiné et d'un préparateur physique. Ouais, je me force à fréquenter tous ces gens-là et mes bonnes relations avec ces gens-là font que leur langage, comme si tu as un pote qui parle espagnol tout le temps, tu vas comprendre et apprendre l'espagnol petit à petit. Et j'estime que c'est la même chose avec le langage et la vision du prépa physique, du kiné et du médecin. Donc ouais, très important. Et c'est pour moi, encore une fois, à nous de nous adapter. Et raconte un peu tes podcasts. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces podcasts? Comment ça se passe? Comment tu t'organises par rapport même à ta vie perso? Parce que il y en a pas Ouais. mal. Ouais, j'ai un rythme énorme. J'ai la chance d'avoir une copine qui comprend que ma passion, que je vis de ma passion et qui me comprend, quoi, tout simplement. Donc ça va. Après, j'ai pas d'enfant, donc heureusement. Et donc, les podcasts, je partage ce que je faisais déjà avant. C'est-à-dire, par exemple, avec mon pote dentiste, la première fois que je l'ai vu, j'avais un dictaphone. J'ai depuis longtemps un dictaphone avec moi et les gens qui m'intéressent, j'enregistre, je les interviewe en fait. Parce que j'oublie tout le temps, je me suis retrouvé dans des conversations de malades. On pourra en reparler par exemple avec Jean-Marcel Ferret. Bon, lui, c'est autre chose, on a fait un livre. Mais tu vois, ça m'a toujours frustré de me retrouver dans des conversations de ouf et de me dire putain, fais chier parce que j'étais conscient que c'était abusé ce qu'on se disait, que c'était trop bien, mais j'étais conscient aussi que j'allais oublier derrière. Donc cette anticipation de la frustration m'a fait enregistrer des choses assez vite. Et puis après, en parallèle, j'étais fan du podcast. J'écoutais beaucoup de podcasts américains. Et j'ai rencontré une amie, la copine d'un pote, qui, elle travaille à la radio. Donc, on s'est associés, entre guillemets. Elle fait tout le montage, tout l'aspect technique. Et moi, j'ai juste à préparer mes entretiens et à poser les questions, quoi, tout simplement. Donc, c'est une passion, en fait, de poser les questions à des gens qui sont en avance sur moi, entre guillemets, sur des domaines différents ou alors qui peuvent m'apporter. Je tire une grande joie d'apprendre des choses de gens voilà, qui disent les choses grâce à leur expérience. J'aime la relation mentor-élève. Et je me vois comme un élève, beaucoup. Et alors cette rencontre avec le docteur Jean-Marcel Ferré, justement, Jean-Marcel Ferré qui a été le médecin de l'équipe de France dans l'épopée de 98 des Bleus, par exemple, je rappelle. Dans ton livre, c'est super intéressant de voir son approche. Mais raconte-nous déjà la rencontre avec lui. Ouais, ça, tu vois, c'est typiquement, ça représente ce que je te dis. Bon, déjà, c'était un intervenant dans mon école. À la base, Jean-Marcel Ferré, il nous enseignait l'examen clinique. Donc voilà, je le connaissais de là parce que j'étais aussi allé le voir en privé. Encore une fois, démarche individuelle. J'étais allé le voir en privé le samedi matin pour voir comment il faisait les examens cliniques, etc. Et donc voilà, donc j'avais son mail. Entre-temps, le gars, il est parti au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite exactement. Et donc, j'avais plus de nouvelles, puis pas forcément envie d'avoir de nouvelles, quoi. Je l'avais un peu oublié. Mais il s'avère que j'ai commencé à travailler avec des joueurs qui coûtaient cher, où j'avais de la pression. Donc, je me suis dit, qui c'est que je connais qui pourrait m'apprendre ce que j'ai envie d'apprendre. Et Jean-Marcel, j'avais entendu qu'il revenait à Lyon. Donc, je lui ai écrit un mail, bim, on s'est vu, on a bu un café. Et là, typiquement, j'avais pas mon enregistreur avec moi, j'étais deg. Donc, c'était trop cool ce qu'il me disait. Et je lui ai dit, mais attendez, parce que je le vous voyais, et puis je le vous vois toujours. Et je lui ai proposé le projet du livre. Je te la fais courte, mais je lui ai envoyé un méga mail en lui disant, j'aimerais bien faire au moins un livret pour mes patients. Puis il avait tellement de trucs à dire que ça s'est transformé en livre. Et puis voilà, j'ai écrit ce livre qui a une conversation justement entre un élève, moi, et un mentor en médecine du sport, en l'occurrence Jean-Marcel Ferré, quoi. Voilà. Et c'est un bouquin que je conseille parce qu'il est très facile à lire. C'est bon, on fait un peu de pub, mais bon, c'est pas grave. Wow, ouais, Non, mais c'est vraiment très, très facile à lire. Ça se lit tout seul. On a l'impression d'être au café avec vous, quoi. Vraiment, c'est assez cool. ouais, c'est le but et c'est ce que j'essaye de reproduire dans les podcasts, ce côté Ouais, un peu ouais.
amical quoi, Il y a entre les intervenants et moi. tous les sujets qui sont abordés et c'est frappant de voir à quel point le docteur Ferré a eu un état d'esprit proche une philosophie proche de ce qu'on a en ostéopathie, quoi. Vraiment, Ouais. vraiment sur le mouvement et favoriser la mobilité pour avoir la santé, etc. C'est vraiment on a envie d'avoir des ferrés partout dans toutes les équipes, quoi. Ouais, ça C'est c'est bien pour sûr. l'ostéopathie. Ouais. Et est-ce que tu penses que justement, c'est une évolution possible d'avoir une médecine comme celle du docteur Ferré qui se répand, donc, qui évolue comme ça en France? Malheureusement, je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Le docteur Ferré, c'était un grand clinicien. Aujourd'hui, désolé hein, s'il y a des médecins qui nous regardent, mais les médecins n'ont plus cette, et c'est normal hein, à cause de toute l'imagerie, ils n'ont plus cette démarche clinique rigoureuse comme on l'avait avant. Donc les tests, c'est toujours les mêmes. Tu vois, y a pas un environnement propice à développer vraiment un flair comme Jean-Marcel l'a fait. Et non, malheureusement, je pense que la médecine du sport ne va pas dans le sens de ce qu'on raconte dans le livre, mais plutôt dans le sens de l'evidence-based, de l'imagerie qui confirme les choses et ensuite basé sur des protocoles pour ce qui est du niveau thérapeutique, quoi. Ça devient très, très protocolaire et enfin, ça l'a toujours été, je pense, mais tu vois un peu, non? Je pense que les gens ont des relations avec des médecins du sport, donc c'est OK, tu fais un diagnostic, tu confirmes en général pas l'imagerie, très bien, tac, tac, ton kiné, machin, protocole, paf. Parce que nous, en ostéo, on n'est pas du tout dans ce délire. On va travailler en fonction de ce que les tissus nous disent. Donc, les protocoles, c'est cool, mais on n'est pas une profession de protocolaire, quoi, entre guillemets. Mm. Donc non, je pense plutôt que ça va aller vers du protocole et vers de la spécialisation, comme c'est déjà le cas depuis très longtemps, hein, plutôt que vers une approche globale comme Jean-Marcel, Mm. clairement. Et donc, alors, dans très peu de temps, il y a la conversation qui va devoir être coupée par Zoom. Je préviens aussi un peu tout le monde et toi, Étienne. Du coup, il y a un autre Ah ouais, lien Zoom, OK, qui a ok, été dans l'événement Facebook, que je t'ai envoyé aussi par mail, toi. Et donc, on va ouvrir celui-là et on va basculer dessus. OK, donc, en gros, dès qu'ici ça coupe, on bascule sur l'autre Zoom. ça marche, je vais reprendre ton mail, ouais. Donc, attention tout le monde. Donc, par rapport à ce que tu disais là, l'approche EBP, t'en penses quoi en ostéopathie? L'EBM, l'Evidence-Based Medicine Practice, etc. En ostéopathie, je pense qu'il faut s'en détacher en ostéopathie parce que sinon ça nous freine et j'ai été le premier à être freiné par cette recherche comment dire, de science et de techniques EVP, quoi, en fait. Et je pense qu'en tant qu'ostéopathe, notre cerveau est freiné par des réflexions trop scientifiques, quoi. Il faut un grain de folie et d'ouverture, comme peuvent l'avoir les micro-kinés, les chamans, les choses comme ça, pour développer nos sensations et arriver à être encore meilleur derrière, quoi. Et, euh, et en tant qu'ostéopathe, je pense qu'il faut s'en détacher. Quand je vois sur Instagram notamment les pseudo-ostéos qui sont beaucoup plus kinés qu'ostéos, qui parlent que de ça, ben, ça me fait un peu chier, quoi. Je dis rien parce que je veux pas perdre d'énergie, tu vois. Mais c'est pas ma vision de l'ostéopathie, c'est sûr. Pour toi, l'EBP, l'ostéopathie, on peut pas, l'EBP va freiner le ressenti, par exemple, en ostéopathie? Ben, je le dirais pas comme ça, mais je pense qu'un ostéopathe qui réfléchit en mode EBT à fond va se couper de ses sensations, forcément. Pour moi, ouais, forcément. Mm. Alors après, il faut l'avoir en tête. Comme tout à l'heure, je te disais qu'il fallait apprendre à parler avec les préparateurs physiques et apprendre leur langage. Et donc, là-dedans, il faut apprendre à réfléchir en mode EBT, mais apprendre aussi à faire la part des choses et garder son petit cerveau de Mm. chaman, j'ai envie de dire, qui ressent les choses, qui ressent des trucs qui ne sont pas marqués dans les livres de kiné, quoi. Ok, donc ça peut être un frein. Voilà. Pour moi, ça peut être un frein, ouais. Bah ouais, Ok. On va basculer sur l'autre Zoom pour la suite. ça Allez, marche. à tout de suite tout le monde. À tout de suite. Donc, alors, Étienne, Ouais. euh, est-ce que tu traites différemment les sportifs selon leur niveau, déjà, par exemple? Qu'est-ce que tu vois de Euh, hmm, pas vraiment. En fait, je m'adapte. C'est plus par rapport à. Je me pose beaucoup de questions sur comment gérer quand il y a la compétition le lendemain, le match le lendemain, ou alors l'entraînement le lendemain, ou même le soir, si je les vois le matin. Donc, c'est plus ça, en fait, qui va changer
ma façon de faire. J'ai tendance, mais ça, tu vois, je suis pas sûr de moi. J'ai tendance à essayer de faire vraiment peu. Par exemple, quand je vais à Istanbul ou ailleurs et que je vois les gars, en général, je reste 2, 3 jours parce que j'en fais une séance le matin, une séance le soir et j'y vais. Je découpe un peu ma séance. Je fais pas une grosse séance d'une heure où le patient est retourné à la fin, tu vois. J'essaye de, enfin, j'ai essayé ça, mais je fais petit à petit. Et c'est hyper intéressant en fait de voir comment le corps s'adapte suite aux libérations. C'est un truc qu'on fait jamais au cabinet, quoi. Et j'ai plus tendance à les sportifs avec qui je reste pendant 2 jours à faire 3 petites séances et faire exprès de m'arrêter, quoi, alors que je pourrais tout faire en une entre guillemets. Et donc voilà, par rapport aux sportifs euh, peut-être de moins haut niveau avec qui je passe moins de temps, qui viennent au cabinet, là en une fois, je fais une séance classique comme je fais à tout le monde, quoi. Mais sinon, il y a pas grand-chose qui change. De Et toute manière, c'est déjà pas mal. ta pratique, elle s'oriente comment tu dirais, c'est un peu assez biodynamique? Non, 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 là, c'est vraiment un truc que j'explore depuis peu, la biodynamique, même si je lis des choses dessus depuis un moment. Non, c'est plus, pour mettre un mot, ce serait plus tissulaire, quoi. Plus tissulaire qu'avec un petit peu de mécanique, mais plus de tissulaire, clairement, et d'énergétique en lien avec les techniques de médecine chinoise. Je Tu dirais cites, tissulaire énergétique. tu cites Pour, Tricot, notamment dans ton site, sur ton site et tout. qui ça? Tricot, Pierre Tricot. Tricot, ouais, bah ouais. Bah lui, je pense que, bon, il y a ma collègue, tu sais, la prof dont je te parlais, qui m'a demandé de venir bosser avec elle au cabinet quand j'étais petit, j'allais dire, quand j'étais petit. Et elle, ça a été une très, très grande source, et ça l'est toujours, hein, d'inspiration pour moi. Mais à côté de ça, dans les autres gens, ouais, c'est Pierre Tricot, quoi. Je le connais pas personnellement. J'espère que je vais faire un podcast bientôt avec lui, mais rien que par rapport à ses livres, je pense que je vois comment il pense, quoi. Et sa façon de bosser, c'est vraiment la mienne. Tu vois, remettre en communication les choses, avoir une main à un endroit, voir si ça communique avec un autre, essayer de faire mettre en résonance 2 zones, tu vois, ce genre de choses. Et puis d'aller dans la compression en mode synchronisation, suivi du déroulé, ensuite steel point et tac, ça recircule, machin, ça re-respire. C'est vraiment comme ça que je travaille. Je sais pas si ça te parle, mais C'est toi, global. je Oui, pense que oui, tu travailles un peu ça me comme parle bien. ça. Ça me parle bien, Ouais. je pense que ça parlera aux ostéos. En Euh, théorie, ouais, je pense. théorie, normalement. Ouais. Euh, est-ce que tu verrais, toi qui travailles beaucoup dans le basket, notamment, est-ce que tu Mhm. vois une particularité au basket par rapport à d'autres sports, justement, dans ton approche, dans tes mains? Pas trop, non, pas trop. Tu vois, c'est D'accord. un peu comme, bah, on me demandait l'autre fois, là, le futur podcast avec le président du Loup, et il me demande est-ce que c'est différent d'être un rugbyman qu'un basketteur. Alors, c'est un peu différent, mais comme Pierre Tricot raconte souvent, il a une anecdote où il dit que il arrive au cabinet, arrive un cascadeur et il s'attend à ce qu'il y ait des blocages de partout parce que le gars fait des cascades. En fait, non, parce que en fait, son corps est d'accord et accepte les cascades qu'il fait subir à son corps. Et donc, il vient pas tout bloquer, tu vois. Et je pense que ça peut être très pareil. C'est pas parce que tu traites un rugbyman que tu trouves des trucs de malade. Donc, non, j'ai tendance à dire non. Peut-être que je changerai d'avis dans certains temps, mais j'ai plus tendance à dire non, que ça change pas grand-chose. Est-ce que tu as remarqué une influence de cette spécificité qu'est le basket sur leur morphocinétique, sur globalement leur manière de se comporter? Hmm. Bah déjà, c'est l'œuf et la poule typique. C'est pourquoi les gars arrivent à un tel niveau. C'est comme les haltérophiles. Ils viennent là parce qu'ils ont des fémurs qui sont plus petits que la moyenne, qui peuvent squatter bas, etc. Donc forcément, les basketteurs, t'as des longs segments, etc. Mais est-ce que enfin, je dirais que c'est plus la sélection naturelle qui fait que ces gars-là, tu retrouves la même, comment dire, le même type de personne. C'est pas le basket en fait qui les façonne. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils ont une morphologie de base qui colle bien avec le sport, quoi. Et derrière, Ouais, voilà. Et derrière, ils deviennent bons parce qu'ils ont cette morphologie, mais c'est pas une généralité, hein, parce que t'as des mecs qui vont. Tu vois, je sais pas si tu connais le basket, mais un petit meneur qui s'appelle Marc-Antoine Pelin, qui joue à Rouen, champion de France, qui est là, qui joue à côté de Lyon, qui est impatient. Et lui, typiquement, il est petit, trapu, puis ça a été hein, un des meilleurs joueurs de France à un moment donné. Donc, j'aime pas trop faire de généralité. Je le dis à la télé, tu vois, oui, les basketteurs, bah, ils ont mal aux genoux, au dos,
les genres de discours, ça m'intéresse de les donner parce qu'il y a toujours des nuances Ouais. et voilà, ouais. Il y a des blessures plus fréquentes dans le basket à certains niveaux qu'ailleurs. Ouais, mais je pense que les blessures sont les mêmes chez les amateurs. Tu sais, tu Ah prends, oui, enfin, oui. Non, je parle tu pas de prends haut un niveau. club de N3, ils vont avoir des Tout à ruptures de fait. ligaments croisés, les entorses, des hernies discales, quoi, c'est clair. Dos, genoux, cheville, ça subit plus que les épaules, si tu compares avec un sport comme le crossfit ou le rugby d'ailleurs. Mm. Euh, ouais, ouais, c'est clair. Non, Dos, non, là, dos genou. là, la question, c'est surtout sur le basket en général, hein, c'est pas spécialement le haut niveau. Le haut niveau, ça reste quand même Ok. une minorité de nos patients, hein, de toute façon. Ouais, ouais, c'est sûr que les blessures sont différentes, mais ça me, même en ayant ça en tête, tu vois, moi personnellement, je traite le patient de manière ultra globale et je vais pas avoir un focus plus spécifique sur ses chevilles que si je traitais une danseuse, tu vois, Ok, ou autre chose. Ouais, d'accord. Et, ouais, ça c'est, ouais. ouais. Et est-ce que d'un point de vue circulation, laxité, tout ça, c'est pareil, tu trouves qu'il n'y a pas spécialement de différence, hein? C'est globalement, ton patient, il arrive, qu'il fasse du basket ou qu'il fasse autre chose, tu vas l'aborder de la même manière. Ouais, ouais, quand même. Ouais. Ça, c'est ostéopathique. Ouais, et puis, ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des généralités en disant, ouais, le basketteur, je l'aborde comme ça. Non, ouais. Ouais. Ah, tu vois, il va y avoir peut-être une danseuse et un basketteur parce qu'ils ont je sais pas, parce que ma communication avec leur tissu est à peu près pareille. Tu vois, j'ai plutôt tendance à dire que, un peu comme le modèle de tricot, que les tissus, l'ostéopathie, c'est de la communication avec eux. Puis tu peux avoir un danseur et un rugbyman et un basketteur qui ont des tissus qui vont parler une langue Y, tu vois. Alors que d'autres personnes, les mêmes personnes, un autre danseur, un autre basketteur, un autre rugbyman vont avoir des tissus qui vont parler une langue Z. Et je sais que ça va évoluer cette réflexion parce que c'est des réflexions que j'ai en ce moment, mais je me fie vraiment à comment j'arrive à communiquer avec le corps du patient. Comme Tricot le dit, lui il commence toujours par le crâne ou le bassin, voire le foie si jamais ça ne réagit pas. Et moi, je suis plus en mode test au crâne, voir comment j'arrive à communiquer. J'apprécie un peu j'ai mis un peu de supposition pour voir quel langage le corps va parler et comment il faut aller à sa rencontre. Et puis après, bah, je m'adapte vraiment à ça. Et ouais, qu'il fasse du basket ou de la danse, peu importe, quoi. Et le fait que tu aies joué au basket, du coup, ça change rien à ta prise en charge? Alors si, ça change parce que dans la prise en charge, il n'y a pas que la relation au tissu, il y a la relation au gars, ce qu'on disait tout à l'heure. Et le fait que je sache parler aux gens, je pense, de manière générale, qu'on soit dans un bar, qu'on soit dans n'importe où, je sais parler aux gens. Et quelqu'un qui vient me parler, je vais pas être. Enfin, ouais, je sais parler aux gens. Et, et donc, pour parler aux gens, tu t'adaptes au vocabulaire de la personne, tu t'adaptes à l'énergie qui dégage, etc. Et dans toute cette adaptation, il y a quand même le vocabulaire. Et du coup, si le gars il me dit que sur un step back, il a eu une douleur à tel niveau, bah, je vois ce que c'est. S'il me dit que sur un reverse, il a senti que ça avait craqué dans le bas de son dos, Mm. ben ouais, je vois exactement ce que ça fait. Donc ça, il le perçoit, tu vois. Et ça change tout. Parce que même pendant la séance, tu vas parler, ok, bah ouais, on essaie de qualifier pour les playoffs, mais c'est chaud, on n'a pas le goal average, on bat machin, truc. Tu vois, c'est des langages que bah, si tu connais pas, tu vois, puis ça se ressent de manière subtile. Mm. Donc oui, dans ce sens-là, ça m'aide de connaître la discipline, ouais, Donc, du coup, c'est on clair. peut dire que pour pouvoir mieux prendre en charge un sportif, c'est important de connaître le vocabulaire de son monde de sportif. Bah, c'est important, ouais, enfin, important, je sais pas, Ouais. parce que tu as des gens qui connaissent pas, c'est pas le facteur principal, mais c'est un petit plus, quoi, je pense. Mm. C'est- Après, le gars qui est vraiment super fort en ostéo, à Lyon, on a un vieux là en ostéo qui connaît vaguement le truc, mais il est très fort et il voit aussi des basketteurs, tu vois. Mm. Donc, encore une fois, c'est pas la clé, mais c'est un facteur. C'est Ouais. comme quand tu communiques avec le staff, tu me disais tout à l'heure, bah, si le gars il est grec et qu'on parle tous les deux bien anglais, bah, c'est très bien. Mais si moi je suis grec, tu vois, tu vas avoir une communication qui va être encore plus facile. Et je ne sais pas si ma métaphore est bonne, mais c'est pour te faire comprendre que ce n'est pas un frein de ne pas faire le sport que ton sportif fait, Mm. mais que c'est un plus, quoi. Ouais. Ok. C'est logique, hein, Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. je pense. Non, mais bon, après, c'est justement pour mettre en avant ce genre de choses aussi. Est-ce que tu as t'as des références, toi, en termes de littérature que tu conseillerais? Tu parlais notamment de biodynamique. Il y avait une question tout à l'heure de quelqu'un qui demandait ta référence en biodynamique. Alors, ma référence, je ne sais pas si j'en ai une, je conseille un livre que je viens de finir là, grâce au confinement.
qui s'appelle De l'os sec à l'homme vivant. Donc, c'est la biographie de Steele, par un gars qui est allé pendant je ne sais pas combien d'années à Kirksville et compagnie pour vraiment comprendre l'homme, etc. Et c'est pas de la biodynamique pure, mais… Comment? Vous avez sorti récemment? Ouais, il est sorti récemment. Et c'est pas un livre de biodynamique, si tu veux, mais tu vois bien que l'ostéopathie, c'est pas de la mécanique comme on le voit et comme certains kinés ostéo essayent de nous le faire croire, quoi. Et c'est pas evidence-based. Tu te rends compte que Steele, il était clairvoyant, comme ils disent, il avait des intuitions de malade et que pour lui, l'ostéo, c'est pas de la matière. Loin de là, quoi. Donc, je pense que ça, c'est une base, en fait. Lire les ouvrages de Steele. Je voyais tout à l'heure un post Instagram où c'est un gars qui relayait les références, les conseils de lecture de je ne sais plus quel syndicat ostéo. Et je me disais, il y avait juste principe philosophique de l'ostéopathie de Steele, mais putain, tu n'avais rien d'autre, tu n'avais même pas sa biographie, tu n'avais même pas des livres de Becker, tu n'avais même pas des livres des pionniers, tu vois. Et je pense que moi, mes références, c'est la base, quoi. Bon, les autres, ils font des trucs cool, mais je suis vachement focus sur les origines, quoi. Ok. Ouais. Ouais. Donc, Steele. Bon, voilà, ouais. Et Becker, grosse, Ouais. grosse accroche pour Becker, grosse influence aussi qui m'influence toujours. D'ailleurs, j'ai toujours des livres à côté de Becker qui se lisent. Je le lis pas d'un trait, mais de temps en temps, je vais voir, bah putain, ouais, ça. Puis en général, quand tu le lis, tu sais, tu te rends compte que ça colle avec un truc que tu as eu en séance juste avant. Donc, c'est plus comme si c'était des copains, quoi, tous ces livres. Et puis de temps en temps, je vais leur parler, sauf que c'est surtout eux qui me parlent, quoi. On mettra dans l'événement les titres et les auteurs. Ok. Donc, il y a Mathieu Buch. Et ouais, je conseille aussi en biodynamique, en psychologie biodynamique, qui recoupe vraiment beaucoup, et ça, c'est un gros focus que j'ai en ce moment, le livre de Gerda Boyensen, et je l'ai là, tu vois, qui s'appelle Entre psyché et soma. Je sais pas si ça se voit. Ouais. Et ça, en fait, c'est vraiment cool. Et tu vois, il y a d'autres gens, là, d'ailleurs, un Lyonnais avec qui je vais faire un podcast normalement, qui a écrit un autre livre sur la psychologie biodynamique. Et ça rejoint exactement les principes de stillness et de présence dont Pierre Tricot parle, par exemple. Le fait d'être là, d'être un point d'appui, d'être un fulcrum pour le patient, en fait, tous ces concepts-là, ils en parlent en psychologie biodynamique. Et pour moi, là, c'est mon truc du moment, en fait. Comment améliorer mon fulcrum, comment être un meilleur point d'appui pour le patient, que ce soit avec mes mains ou avec moi-même, etc. Et Tricot en parle très bien. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti récemment de Tricot qui s'appelle, je l'ai là-bas, Mon chemin d'ostéopathe. Il retrace un peu tout son chemin et toutes ses réflexions, toutes ses influences. Et je pense que plus que moi, c'est lui qu'il faut écouter. Il met toute sa bibliographie, il met toutes ses influences. Et c'est énorme, quoi. Et moi, j'ai l'impression de suivre un peu son chemin. En tout cas, son chemin m'inspire plus que n'importe quel autre chemin, quoi. Ah, c'est chouette. Voilà. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur ton expérience entre l'ostéopathie, les sportifs, etc. Des anecdotes, Ouais. j'en ai des tonnes. Des erreurs qui t'auraient construit, tu vois. Ah putain, ouais, bah, j'en ai plein aussi. Ah, Et bah, j'essaie de pas trop en faire parce que plus tu arrives au niveau, plus une erreur se paye cher. Mais ouais, des erreurs justement où je fais trop en faire trop, quoi. Je me dis, putain, ça passe pas, des trucs. Et j'écoute pas le corps, j'écoute pas assez le corps. J'essaye de forcer pour montrer aux sportifs qui, qui j'imagine, attend quelque chose de moi, sauf qu'en fait, son corps veut pas, quoi, tu vois. Et c'est le fait d'aller trop loin. Ça, ou de redéclencher une inflammation, tu vois, avec une joueuse. À l'Asvel cette année, je la vois et tout, puis putain, le lendemain, elle avait encore plus mal. Et parce qu'évidemment, elle rejoue tout le temps dessus, donc c'est compliqué quand tu as une zone qui est un peu verrouillée en mode protection et que toi, tu redonnes de la mobilité et qu'elle rejoue derrière dessus, tu vois. Donc ça redéclenche des choses. Et j'y vais, je suis plus soft, quoi, plus confiant. Je deviens de plus en plus confiant avec le fait de faire ce que les tissus veulent qu'on fasse et d'être, euh, comment dire, cohérent et encore une fois, un bon flou pour pouvoir permettre aux tissus de faire ce qu'ils ont besoin de faire et puis pas les forcer, quoi. Ouais, l'erreur, ça serait de trop forcer et puis que ça déclenche des trucs alors que la compétition est le lendemain. Comme l'autre fois, il disait Pascal, faire une grosse séance en biodynamique, tu vois, ça me pose problème
la veille, et tu te rappelles, je posais des questions à côté sur le chat. La veille d'un match, tu vois, je ne ferais pas une grosse séance, c'est clair. Mais en ce moment, tu vois, peut-être que dans un an, on refait un Skype et ça sera différent. Je pense d'ailleurs. Là, on parle de Pascal Ancelin et de l'échange qu'on a eu avec Pascal Ancelin. Vous pouvez avoir le replay où il évoque notamment l'espèce de rythme, à quel moment il va intervenir et à quelle intensité il va intervenir, comment il gère par rapport aux efforts qui vont arriver, aux compétitions qui suivent. Ouais, c'est une vraie difficulté, quoi. une vraie difficulté, grosse réflexion que j'ai, ouais, clairement. Tout le temps, en permanence. Ouais. Je pense qu'on l'a tous, parce qu'on avait déjà posé pas mal de questions justement dessus à Pascal, sur comment gérer par rapport à une échéance, le traitement et comment va réagir le corps. C'est toujours un gros point d'interrogation et une petite source de stress. Ouais. Comment ça va se passer derrière. Et en plus, notamment dans le haut niveau, où il y a un impact même économique aussi d'un joueur qui ne peut pas jouer ou qui se blesse, on a une responsabilité, quoi. Ouais, on a la responsabilité qui est divisée avec le kiné et le prépa physique, donc c'est cool. Donc, ouais, c'est plus. Moi, je me vois vraiment comme un joker en tant qu'ostéo. On peut faire des trucs que personne ne fait, ça c'est clair. On peut faire des trucs de ouf. Après, je me suis détaché. Tu vois, quand je suis arrivé à l'Asvel, je me disais, vas-y, je vais révolutionner le truc parce qu'en fait, tout ce que je sais faire, personne ne sait le faire. En mode personne du staff, quoi. Mais il y a tellement d'autres influences, le joueur qui joue tout le temps, le truc qui dure depuis un moment, et c'est pas aussi simple, et c'est pas si simple, quoi. Et l'émotionnel, tu l'abordes? Ouais, carrément. Moi, je divise l'activité avec l'Asvel, notamment entre comment dire, des petites sessions de fin d'entraînement que j'aime pas trop faire, que j'ai découvert avec cette prise en charge, et des séances où les joueuses viennent à l'entraînement, ou joueurs, et du coup, comment dire, il y a des milieux qui sont propices à travailler en émotionnel, mais j'ai toujours comment dire, ce frein à remuer des choses trop importantes sur des Ferrari, quoi, entre guillemets. On parle souvent de la métaphore du sportif pro qui est une Ferrari. Et autant quelqu'un, un patient qui est en souffrance et qui souffre depuis je ne sais pas combien de temps, là, je ne vais pas hésiter à aller dans des choses plus émotionnelles, à laisser faire les déroulés, les vibrations émotionnelles, et puis poser quelques questions quitte à ce que le patient pleure et puis fasse des trucs de ouf sur la table, tu vois. Mais avec une sportive ou un sportif, on n'est pas à des stades comme ça de souffrance, c'est plus des réglages. Donc je touche moins à l'émotionnel, même si tu peux pas me dire je fais pas d'émotionnel quand tu es ostéopathe. Pour moi, c'est insensé, quoi. Et donc, il y a Mélanie qui demande si tu vas, dans ta pratique à l'ASVEL, si tu vas directement sur le terrain ou sur les compétitions, ou est-ce que tu travailles comment ça se passe concrètement ton intervention? Concrètement, moi, je me mets pas sur le banc, tu vois, on en discutait, mais déjà, moi, ça me fait chier d'être sur le banc. Je préfère être dans les tribunes en mode où je regarde comme ça. Je suis mieux dans les tribunes, donc j'ai un petit spot dans la tribune et dans le côté avec les familles des joueurs, quoi. Donc c'est bien, je suis tranquille. Et quoi qu'il arrive, j'ai rien à faire. Il y a le médecin, il y a le kiné, il y a le prépa physique. Faut être réaliste. À un moment, l'ostéo, ça va rien changer qu'il soit sur le banc ou quoi. Pour moi, hein. Après, je les vois au début du match s'il faut, à la fin du match. Mais pendant le match, pour moi. Et puis s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils m'appellent, tu vois, ils me font un clin d'œil, moi je suis là. Mais je ne suis pas sur le banc, et non, pour l'instant, j'ai jamais été utile pendant un match, quoi. Ouais. Chacun sa place pour les interventions d'urgence, normalement. Ouais, c'est clair. Puis même si je pourrais l'être, là encore, je vais pas. Enfin, c'est le docteur et le kiné qui gèrent. Et les gars, enfin, surtout la kiné, elle est là en permanence avec les joueuses. Moi, j'y suis qu'une demi-journée par semaine. Donc, Une non, demi-journée c'est par pas. semaine, alors. Tu étais au club? Ouais, D'accord. ouais, Tu enfin, peux une, les deux, ouais, accompagner quand sur même. des compétitions à l'extérieur, en déplacement, tout ça? Non, 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 non. Ça, c'est dans le contrat pour le coup. Moi, j'ai pas envie de. Déjà, comment dire, ma plus-value d'aller me déplacer, elle serait minime, quoi. Puis, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de passer mon week-end à aller au bout de la France. Clairement pas. Après, je leur ai dit que pour un Final Four ou un gros match, Final Four, c'est les finales du championnat d'Europe. Moi, pour ce genre de trucs, je viendrai avec eux, mais gratuitement. Tu vois, je leur ai dit, moi, je viens gratuit. Je m'en fous.
c'est pour le délire. Si je peux aider, c'est cool. Ouais. Mais non, sinon, je me déplace pas. Non, non. Puis, j'ai pas envie. Pas. Est-ce que vous avez encore des questions, les gens? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole pour poser directement une question à Étienne, peut-être? Quelqu'un qui demande ta semaine type, donc a priori, tu as des séances en Ouais, ostéo, tes podcasts et puis une demi-journée à la semaine. ouais, puis de la télé, des émissions de télé. Une semaine Ah sur oui. deux, j'ai une émission de télé. Ah ouais. Ouais, j'ai une fois par mois, je dirais que je vais à l'étranger et j'ai des conférences au moins une fois par semaine où je vais moi ou que je donne pas forcément, mais et puis je me donne toujours du temps pour comment dire, pour apprendre quoi. Je vais beaucoup dans les cafés, je suis carrément un bobo en fait. J'habite dans le 7e arrondissement de Lyon, puis il y a tous mes potes qui tiennent des cafés, tout ça, donc je vais souvent le matin, je commence souvent la journée à 8 heures, je regarde le journal, je bois une petite tisane ou un petit café s'il faut que je sois vraiment chaud, mais avec modération. Et puis je passe des appels, je réponds à des mails, paf, et puis après, bim, j'arrive au cabinet vers 9h15. Je commence à 9h30 en général, jusqu'à midi et demi. Ensuite, les après, ouais, ça dépend. Mais je fais vraiment beaucoup de choses. J'essaye de limiter. J'essaye de ne pas avoir plus de 35 patients par semaine, quoi. Donc voilà, pour pouvoir tout faire. Et en gros, je fais 35 heures d'ostéo et une trentaine d'heures de tout le reste. Donc ça fait vraiment des grosses semaines. Bonne semaine, ouais. Ouais, ouais. Il y a Lucas Bail-Loudé qui demande à quel moment, comment tu as fait pour passer de ton approche qui à la base n'était pas du tout biodynamique, émotionnelle, à la biodynamique. Qu'est-ce qui t'a fait basculer? Bah déjà, la bascule, elle n'est pas aussi rapide que ton geste, tu vois. Mm. C'est plutôt un truc genre… et mais je pense que le plus gros facteur, c'est ma collègue, encore une fois, qui s'appelle Marjolaine. Et là, on a créé un groupe de travail. C'est elle qui a créé, où on s'est retrouvé dans la montagne, quoi, avec un gars qui est très, très bon en biodynamique. Et c'est un petit groupe secret, entre guillemets. Et je crois que le gros shift, ça a été, si on doit parler de gestes comme ça a été le week-end, mais c'est tout vrai, ça fait 2 mois, quoi, 3 mois. Ça a été un week-end un week-end de biodynamique à la montagne, quoi. Parce que, tu vois, je touchais du nez le truc et tout, je faisais des trucs, machin. Et en fait, on a fait ce week-end. Et l'autre fois, j'ai envoyé un message à Marjo, elle s'appelle Marjolaine, je l'ai déjà dit. Et je lui ai dit, putain, j'avais l'impression d'avoir la clé dans la serrure, tu sais, en train d'essayer de cliquer. Et tac, ça s'est ouvert. Et là, j'ai l'impression que la porte, elle s'est entrouverte et que je peux la pousser, mais que je ne vais pas trop la pousser, sinon je vais tomber dans le vide. Mais tu vois que j'ai entrouvert la porte et que là, de nouveaux horizons devant moi, quoi. Voilà. Euh, alors, Alexandre Lamy qui demande avec les joueurs de club, sans parler chiffres, tu fonctionnes comment? C'est un contrat avec eux? Tu fixes un tarif type ou tu fixes un tarif, bon, sans parler chiffres, mais on parle un peu sous quand même, ou tu fixes un tarif en fonction du prix du billet, le temps sur place, etc. Comment tu fonctionnes? Bon, est-ce que tu as un contrat avec le club ou est-ce que c'est avec les joueurs? Voilà, Non, 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 je n'ai pas de contrat. Alors, avec les clubs, hormis avec l'Asvel, c'est qu'avec les joueurs que je travaille. C'est-à-dire que ceux qui me payent, ce n'est pas le club. Quand je vais à Moscou, je ne sais où, ou à Istanbul, en l'occurrence cette année, c'est les joueurs qui payent. Et, et puis là, c'est très individualisé aussi. Tu vois, des fois, je vais leur rendre des services. Enfin, non, pas de contrat. C'est-à-dire que le gars, s'il ne m'appelle pas, j'y vais pas, en fait. Et j'essaie d'être relax, quoi, tu vois. Il m'appelle, c'est cool, on essaie de fixer à l'avance les trucs, mais non, il n'y a pas de contrat. Puis ça ne me correspond pas, tu vois, c'est son contrat de cadré, machin. Il y a des mecs dans le foot qui font ça, qui proposent des packs. J'ai un pote qui propose des packs pour des joueurs de Ligue 1 et à l'étranger, où il y a un nutritionniste, il y a lui qui est ostéo, il y a, il y a d'autres gens, quoi. Je sais pas trop. Moi, je crée des mini-staffs autour des joueurs, mais je suis plus en mode, tu vois, organisation horizontale, c'est-à-dire que mon pote prépa physique avec qui on bosse, avec Nando par exemple, qui est la référence, on va dire, et ben Nando travaille avec mon pote prépa physique. C'est moi qui lui ai présenté et je lui ai présenté d'autres gens, mais, mais chacun se démerde, quoi. J'ai pas de pack. Il me paye moi quand on fait des choses, puis des fois je lui rends des services, il me paye pas, tu vois. C'est relax, quoi. Voilà. Et pour rappel, Très c'est relax. un contrat par contre d'une demi-journée par semaine avec l'Asvel. Voilà. Et là, pendant cette demi-journée, tu es à disposition des joueurs du club.
Non, non, c'est pas une demi-journée, c'est que j'y vais pendant l'entraînement. Donc, en général, soit je discute, ça me permet de discuter avec le prépa physique et la kiné, de réfléchir, de voir une joueuse qui est blessée, de voir les blessés en fait pendant que les joueuses pas blessées s'entraînent. Et à la fin, si besoin, bah, les joueuses qui s'entraînaient me voient. Donc, ça me prend 3 heures, 3 heures un peu. Ok. Et après, je reste faire des petits shoots pour regarder un peu l'adresse, quoi. Parce que ça diminue. D'année en année, là, ça devient très mauvais. Mais c'est un contrat que tu as avec l'Asvel, par contre. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Voilà. ouais, c'est enfin, un contrat, ouais, ouais, c'est une convention, quoi, on va dire. Ouais, une C'est convention. c'est pas comme un contrat pro avec des Non, non, clauses bien de sûr. ouf et tout. Hmm. Et Non, puis mais si c'est demain officiel. ils me disent, si demain ils vont me dire, je vais leur dire, bah, pas de problème, tu vois. Ça me Hmm. ferait chier, évidemment, mais je vais pas les attaquer en prud'homme ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est officiel. Ça reste, mais Ok. c'est officiel, oui, c'est officiel. Oui, oui, voilà, c'est officiel. Il y a Mathieu qui demande, alors lui, il est étudiant en Angleterre, à l'ancienne, enfin, maintenant ça a changé de nom d'ailleurs, je ne savais pas, mais à la BSO, qui maintenant s'appelle l'UCO, où tout est relié à l'EBP. Et lui, il demande comment tu t'es détaché de cette approche. Quelle référence tu pourrais donner pour se détacher de cette approche? Bah, je pourrais pas te donner de référence, hein. C'est un chemin, c'est pas un truc comme tu as fait tout à l'heure. Mais si tu veux un truc comme ça, je te conseille d'aller prendre de l'ayahuasca au Pérou ou de faire des trucs comme ça, quoi. Mais enfin, je te le conseille entre guillemets parce que je l'ai même pas fait moi. Mais je pense que moi, le chiffre, ça a été mon voyage et l'ouverture. Je le raconte dans un podcast d'ailleurs. J'ai fait un podcast hors série pendant le confinement où je parle de tout mon parcours. Et c'est un pote, bah, le fameux pote dentiste Mathieu en question, qui lui a lancé son podcast entre-temps sur les dents, me pose la question, bah, pareil, qu'est-ce qui t'a fait changer un peu de vision? Mais c'est tout un chemin, quoi. Mon tour du monde a joué un gros rôle pour ça, quoi. Et je raconte que je suis en Inde et tout, et que tout le monde me dit la même chose, me parle d'énergie et tout. Moi, je suis là, putain, l'énergie, c'est pas prouvé, ça, c'est quoi ce truc? Et en fait, les gens qui sont en face de moi sont plus expérimentés, plus intelligents, je les respecte et tout. Ils dégagent un truc de sagesse et tout. Tu es obligé de les écouter, en fait, de quitter ton ego de français et de les écouter. Et puis après, tu t'expérimentes et puis paf, il se passe un truc. Mais c'est un process. Ça va pas changer comme ça, quoi. C'est tout un process. Donc, essayer beaucoup de choses, se soigner soi en tant que thérapeute, évidemment. Aller voir le psychologue, aller essayer de tester des trucs de tantra. J'ai une grosse expérience aussi. Et ça, j'en parle jamais quasiment. Mais mes voyages à Berlin ont été très. Là, pour le coup, ça a été un peu comme ça, tu vois, très rapide. Des expériences de tantra, des expériences de soirée de malade, où moi, en l'occurrence, je prenais pas de drogue, mais il y avait de la drogue de partout. Et tu vois, où il se passe des trucs. Et là, tu vois l'être humain différemment, quoi. Et, et tu sens des trucs énergétiquement. Enfin, bref, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont ouvert plus que l'ostéo classique, quoi. Donc le voyage. Même si en séance, des fois, en séance, tu ressens des choses, tu dis waouh, c'est ouf, et tu sais, tu passes un petit cap et tu explores des choses un peu de partout, mais le voyage est Berlin, quoi. Pour résumer, je vous conseille d'aller à Berlin, Bah, d'aller à Berlin. Berlin et de passer du temps dans les soirées berlinoises. Ça ouvre bien l'esprit. Ok. Bon, ben voilà, hein, c'est sur cette ouverture au voyage, je pense que c'est pas mal. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais revenir? Peut-être, Étienne, toi? Ben non, putain, je vois les messages. Merci pour les détails. Et encore, j'ai pas détaillé trop les soirées berlinoises parce que c'est enregistré. Et non, des choses sur lesquelles revenir. Non, non, la communication, encore une fois, ça m'a un peu énervé, entre guillemets, quand je voyais le Skype de l'autre jour avec Ben Ilouz qui disait que lui, il avait aucune communication avec les staffs, qu'on l'écoutait pas, qu'il n'était pas écouté, que machin. Bah, moi, je suis écouté, en fait, hein. J'ai aucun problème avec ça. Et je pense que tout est question de communication. C'est sûr que si tu veux imposer tes ventouses, arriver et tout remuer, bah non, ça marche pas. Mais petit à petit, mais c'est du bon sens, quoi. Et une anecdote, par exemple, c'est que je m'entendais bien avec le préparateur physique du CSKA Moscou la première année. Là, la dernière fois, il est venu à Lyon pour jouer contre l'Asvel. Le CSKA est venu, d'ailleurs, ils ont perdu. Et on allait manger ensemble le soir, tu vois. Et c'est comme un pote, quoi. C'est un collègue, c'est la relation professionnelle, mais ça ne nous empêche pas de boire des bières ensemble. Et il m'a proposé, il y a 2 ans, j'aurais pu aller au CSKA Moscou, quoi. Signer dans le club et être l'ostéopathe du club.
enfin, l'ostéopathe de l'équipe 1, quoi, pas du club et des gamins, tout ça. Mais donc, ouais, tout est possible. Tout est possible. Et j'ai préféré rester à Lyon parce que je kiffe Lyon, quoi. Et tu vois, là, par exemple, hier, il y a un journaliste qui m'a appelé pour faire un article dans un magazine de basket et il y a une rubrique pour parler des gens qui sont dans le milieu, mais pas basketteurs ou coach ou quoi. Et il me disait alors, la NBA, c'est un rêve. Et je lui disais, mais je lui ai dit, en fait, moi, rouler en 4x4 à Los Angeles, c'est pas du tout signe de réussite dans ma tête, quoi. Et je préfère largement rouler en vélo à Lyon et puis pas polluer, quoi. Puis vivre un style de vie vivre le style de vie que j'ai là, quoi. Voilà. C'est... Bon, c'est Merci. chouette. Il y a Guillermo J'ai qui dit poussé qu'il a tous les adoré tes podcasts. podcasts. Ok, c'est cool. Bah, ça me fait plaisir. Et Ouais, ouais, les podcasts, c'est c'est trop vrai bien. que c'est très intéressant. Allez, écoutez ça. C'est ma nouvelle passion. C'est ma nouvelle passion qui nourrit en plus les autres. Et moi, je me sens à l'aise. Encore une fois, je pense que je suis un bon Ça se sent. communicant sans être prétentieux, tu vois. Mais, Non, ça se sent. Ouais. mais je pense que c'est un truc que j'ai en moi, comme d'autres vont avoir autre chose. Et donc, voilà, je le mets à disposition des gens et puis moi, j'en bénéficie. Donc j'aime les relations win-win, tu vois. Avec Mm. un sportif, par exemple, je veux que tout le monde soit gagnant. Je veux, ou dans tous les deals que je fais avec l'Asvel, je veux que, bah, voilà, on parlait de salaire, il faut que je sois gagnant au niveau salaire. Il faut que dans toutes mes relations, dans tout ce que j'entreprends, faut qu'il y ait que des gagnants, quoi, dans le truc. Donc, pensez win-win. Voilà le conseil final. Rien à voir avec l'ostéo, tu sais. Non, humainement et tout aussi, allez, on peut dire un peu quand même. Ouais, être un bon humain. Putain, ça aussi, je pourrais t'en parler. Putain, désolé, tu me lances sur des trucs, mais je sais pas combien de gens écoutent et je me dis que c'est des étudiants et j'ai envie de leur faire passer des messages. L'ego, par exemple, tu vois, quand j'étais étudiant, je voyais des mecs, putain, j'avais plein de profs, ils étaient en chaussures pointues, tout ça, qui se tenaient bien droit, qui te regardaient un peu d'eau. Mais en fait, non, quand tu es ostéo, reste un homme, tu vois. Et le clochard considère le pareil que si c'est Tony Parker. C'est des hommes et puis ça change rien au final, quoi. Qu'il soit millionnaire ou. Donc, ouais, garder cette humanité et garder les pieds sur terre et ne pas oublier que c'est pas parce que tu traites Zidane que tu seras plus heureux que si tu traites des petites vieilles. Enfin, Mm. voilà. La vie, c'est peut-être plus simple que ce qu'on s'imagine. Pour être heureux, c'est. Ouais. De pas se prendre pour des gens qu'on n'est pas, même si on a des résultats de ouf en tant qu'ostéo, de se rappeler que c'est le corps qui décide, nous on est juste acteurs, et puis c'est tout, quoi. Bon, désolé, je m'enflamme un peu, hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est beau, super, ouais. Eh ben, Mm. écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça, vraiment, super, super échange. Ouais, bah avec plaisir, hein. Avec plaisir. Je vais couper l'enregistrement. Après, derrière, s'il y en a qui veulent encore échanger, bah, il n'y a aucun souci, hein. De toute façon, voilà, il nous reste 3 minutes hein, sur le Zoom seulement, mais sinon, après, vous pouvez contacter Étienne, pourquoi pas. Ouais, Euh, alors après, les contacts aussi, ça, je dis rester humain et tout, mais il y a tellement de gens qui me contactent sur Instagram que vu que je suis focus et que j'ai des choses à faire, putain, répondre à des gens quand ils me disent, quand ils me demandent quelles sont les références et tout. En général, je renvoie beaucoup vers les podcasts et tout. ouais. Et voilà, mais bon, je pense que les gens qui sont Mm. ici comprennent bien que je ne peux pas étudier les cas de tout le monde. Partout, quoi. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Eh ben, merci encore. Allez, Ouais, et de on rien. se rappeler pour faire un petit débrief. Hein. Ouais, ça marche, ça marche. On se rappelle, ok. À tout de suite. Allez, au revoir. Allez, ciao à tous et à bientôt. Au revoir.